Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Et oui, parce que vous étiez avec nous ce matin sur Direct Marché. Vous nous disiez que la tendance restait haussière sur les marchés parce qu'on avait eu ce petit gap haussier à l'ouverture et puis finalement qui se comblait. Alors là, finalement, on est en hausse. Ah oui, toujours, on est en belle hausse. On est à hausse même. 5092 points sur le CAC alors qu'on avait ouvert vers les 5045. Après une clôture en vendue à 5034. Donc finalement, voilà, on reste haussier ce matin. On va revenir sur la performance des indices. Quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur les indices? Alors, mon regard sur les indices en général, et le CAC donc en particulier, reste à peu près le même, à savoir, je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de carpe diem des marchés, en fait. Même un carpe diem assez grandiloquent qui veut qu'en fait, on ne se pose pas vraiment la question du lendemain, puisqu'on sait qu'il y a la Grèce, qu'il y a les taux aux États-Unis, etc., et qu'on joue la hausse au jour le jour. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque là, le gap haussier a été significateur d'un mouvement, d'un potentiel assez intéressant. Je vous ai préparé un graphique, voilà, qu'Antoine est en train de nous montrer, que j'avais déjà présenté, qui est un graphique de long terme, c'est-à-dire sur lequel on voit le CAC sur 20-30 années. Et là, on voit qu'on est en pleine zone de résistance. Cette zone de résistance correspond à 3 points, très précisément, voilà, sur le très long terme. Donc le premier point qui a été aujourd'hui dépassé, c'était le canal qui était en place depuis mars, qu'on voit en bleu marine. Le second qui est en plein test aujourd'hui, c'est le canal qui est en place depuis septembre 2011, qu'on voit là en bleu, que je vous ai mis en bleu ciel. Donc on voit bien que les cours sont en train, pour l'instant, de continuer de buter sur cette zone sur laquelle ils butent depuis 2011 maintenant. Et enfin, au cas où on devait dépasser cette zone qui se trouve aujourd'hui autour des 5170, on a au-dessus l'oblique de résistance qui couvre les sommets depuis les années 2000, qui passerait autour des, voilà, comme le montre Antoine, autour des 5350. Pour l'instant, je pense qu'il faut continuer de jouer la tendance, de continuer plutôt de privilégier les positions haussières, quitte à ce qu'on dépasse cette zone du canal, comme on a dépassé la précédente d'ailleurs. Si on s'était vu il y a un mois, on aurait parlé de la borne précédente. Bon, après, la vraie question sera si on dépassait cette zone verte. Là, si on prend votre graphique, finalement, on a l'impression que le prochain mouvement, c'est un mouvement baissier. Alors, si on veut avoir foi en ces résistances, maintenant des résistances sont des zones indicatrices en fait, c'est-à-dire qu'elles vous disent voilà, attention, sur ces niveaux-là on peut avoir un retournement des prises de bénéfices, ça ne veut pas dire qu'elles font foi tout le temps, je veux dire une zone de résistance n'est pas toujours amenée à jouer son rôle justement de résistance, elle est amenée à nous indiquer qu'on est dans une zone importante, c'est-à-dire que si on dépasse cette zone-là, on pourra avoir derrière un potentiel très intéressant. Alors Marc, on a vu la semaine dernière que le test des supports, des supports plutôt court terme, ouais. 4945, 4935 ont été testés et on a eu un rebond vraiment significatif. Ce matin, on voit qu'on est toujours en belle progression. Pour vous, jusqu'où on peut aller? Donc on peut aller jusqu'à 5350, c'est votre objectif de moyen terme? Dans un premier temps, j'ai la borne haute du canal qui est autour des 5170 et je pense qu'on peut y aller. Si on dépasse cette zone... Si on dépasse cette zone, oui, mon prochain objectif est entre 5350 et 5375, absolument, si on la dépasse. Donc ça nous laisse un petit peu de marge finalement, là vous êtes quand même voilà, bien haussier. Et finalement, oui. Donc, du coup, cette résistance dont vous avez parlé, si l'on en croit votre graphique que l'on voyait tout à l'heure à l'écran, où on pourrait penser finalement que le prochain mouvement est un mouvement de baisse, eh bien vous pensez que finalement on va aller au-dessus, on va dépasser cette résistance? J'ai alerté sur cette zone de résistance, mais je préfère pour l'instant continuer de jouer la hausse. Alors vous, il y a des valeurs que vous suivez, notamment Morel et Prom, et également Pernod Ricard sont des valeurs que vous suivez régulièrement. Vous donnez des stratégies sur les turbos, parce que c'est vraiment votre spécialité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux valeurs? Alors oui, je suis en gros un portefeuille d'environ 200 valeurs qui sont des valeurs sur lesquelles je peux jouer des turbos. Et effectivement, comme vous l'avez dit, en ce moment, on est positionné sur deux valeurs que j'ai sélectionnées pour vous. Alors pourquoi j'ai sélectionné? D'abord pour deux raisons. Pour montrer que parfois, quand on est dans des marchés en tendance ou pas en tendance, on peut toujours trouver au cas par cas des stratégies haussières et des stratégies baissières qui fonctionnent. C'est-à-dire que le marché c'est pas parce qu'on est dans un marché plutôt haussier que toutes les valeurs montent. Je vous ai pris deux turbos qui sont intéressants en termes techniques, parce qu'effectivement, là, alors on a Pernod sur lequel on est rentré effectivement il y a un peu plus d'un mois maintenant, en mi-février. Bon, la hausse est un peu poussive, certes, mais pour l'instant, voilà. On fait de nouveau plus
historique hein, sur Ouais, Pernod Ricard. On en a fait la semaine dernière, donc une valeur très, très forte hein, dans le CAC 40. Oui, qui a été, je crois, en pole position du CAC la semaine dernière, je sais plus, je crois vendredi. Alors là, ce qu'on peut voir sur le graphique, si on regarde le graphique, voilà. Là, ce qui est intéressant, d'abord, on a un canal qu'on voit bien en bleu marine haussier, au sein duquel la valeur évolue depuis maintenant mars 2009. On voit que ce canal a notamment sur sa borne de support très souvent joué son rôle, puisque là, les flèches vertes nous indiquent le nombre de fois où les cours sont venus rebondir sur ce niveau. On voit qu'on a des figures techniques de continuation. En bleu, ce sont les flags, et en gris, les triangles qui fonctionnent également. Et puis, lorsqu'on a dépassé cet overlap de 95, qui avait arrêté les marchés à 2 reprises, on a généré un nouveau potentiel de hausse, qui nous a fait, nous, rentrer sur un turbo après la petite phase corrective qu'il y avait eu à ce moment-là. L'objectif théorique est autour des 128. Maintenant, on ne va pas attendre d'être à 128 sur le turbo, puisque le turbo est autour des 30% aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où il est dans les 40-50%, on le sortira. Mais ça reste un graphique et une valeur assez solide, comme le disait Antoine, ça reste une valeur défensive assez solide, effectivement. On voit que sur votre graphique, vous avez pris une position à l'achat du turbo le 18 février dernier. Donc, même si vous êtes rentré à peu près plus d'un mois sur la valeur, est-ce qu'on peut toujours rentrer sur les cours actuels sur Pernod Ricard? Oui, je pense qu'on peut toujours rentrer, en tout cas sur des turbos, puisque je pense qu'avec les nouveaux plus hauts qui ont été faits et l'invalidation de ce petit début de correction qui avait eu lieu, vous voyez là sur les derniers jours, je pense qu'effectivement ça a généré un nouveau potentiel de hausse sur un titre en plus qui est quand même assez solide. Donc je pense qu'on pourrait, pour des court-termistes, toujours rentrer en visant les 120, 128. Donc 10, 20 euros. Oui, il y a encore un gros potentiel de hausse. Ouais, je pense. Ah, vous nous disiez que vous avez donc plusieurs stratégies qui étaient possibles dans ces marchés, d'avoir des stratégies à la fois haussières et des stratégies aussi à la vente. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler d'une valeur qui serait très bonne finalement, qui serait bien à vendre en fait? Alors la valeur que j'avais sélectionnée, est-ce qu'elle est toujours bonne à vendre? On va voir ensemble avec le graphique. Je pense qu'il y a peut-être encore moyen de... Voilà, donc l'autre valeur que j'ai sélectionnée, c'est Morel. Alors Morel et Prom. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette valeur en regardant le graphique? On peut dire plusieurs choses. D'abord, il faut signaler que Morel et Prom est une valeur dite pétrolière, parapétrolière exactement, mais une valeur qui est d'une certaine façon corrélée au cours du pétrole. Et on l'a vu ces derniers temps avec les forts mouvements qu'il y a sur le cours du pétrole. Les valeurs pétrolières ont très souvent été soit en tête, soit en baisse des indices, à savoir Total, Technip sur le CAC ou CGG, Morel et Vallourec par exemple sur le SBF, en fonction de l'évolution des cours du pétrole. Alors Morel, ce qui nous intéressait, il y a eu plusieurs choses. D'abord, on a vu ce double top, résistance majeure sur un double top. Bon, ça c'est maintenant vieux, puisqu'on est sur les 16,25. On voit la rupture du triangle en gris, là, qui était aussi un signal de baisse très fort, voilà, ici, comme le montre Antoine. Et on voit d'ailleurs, vous voyez comment les cours étaient en train d'hésiter à l'intérieur de cette figure. Et au moment où finalement ils décident de sortir de cette figure, on voit qu'il y a une espèce de vrai décrochage avec un potentiel de baisse important. Aujourd'hui, le seul bémol qu'on a, c'est qu'on voit qu'on arrive sur des supports sur lesquels la valeur a rebondi à plusieurs reprises, mais je pense que on peut atteindre les 6,15 dans un premier temps, puisque c'est le point bas de mars 2009. Si jamais ce niveau venait à céder, j'avais un objectif bis au cas où à 5,35 que j'ai mis en pointillé parce que la vraie première résistance à surveiller, c'est les 6,15. On est rentré sur le turbo il y a, je ne sais plus, quelques semaines, et on a effectivement bénéficié de résultats qui ont été publiés, qui ont été assez décevants pour la valeur. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc tout ça a fait que le titre a perdu 6-7% en séance la semaine dernière et que pour l'instant, on est toujours positionné dessus. Mais donc on voit qu'on peut... la baisse du titre. Oui, je pense qu'on peut encore... Je rappelle aussi que vous êtes baissier sur le pétrole. Vous aviez un objectif, vous nous le répétez souvent, à 30-35 $. Vous maintenez toujours cet objectif? Oui, je le maintiens toujours. C'est vrai qu'on a eu un peu un peu chaud, puisqu'il est revenu autour des 60 exactement sur le Brent. Mais les 60 ont encore joué leur rôle de résistance, puisqu'il a reperdu 4% derrière et qu'il est à nouveau en train de repartir à la baisse. Ça reste un petit peu tendancieux. Il y a toujours une question de conjoncture macroéconomique, mais moi je pense que c'est un sous-jacent sur lequel je reste baissier. Oui. On va parler d'un indice également à suivre, c'est le Nikkei, l'indice de la bourse de Tokyo. Oui, alors le Nikkei, je l'ai sélectionné parce que graphiquement, c'est un indice qui a un potentiel de hausse assez conséquent. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le Nikkei? On voit déjà que c'est un indice qui techniquement répond pas mal à des décomptes techniques, à des figures
de continuation. Qu'est-ce qu'on voit ici d'intéressant? Alors, le vrai signal qu'on voit, c'est cet oblique que je vous ai mis de résistance en bleu marine, voilà, comme la montre Antoine, sur lequel les cours ont buté 3, 4, 5, 6, 7 à 7 reprises depuis les années 90. Et là, on est venu s'affranchir de cette zone de résistance. Donc déjà, s'offrir un premier potentiel de hausse. Par la suite, on voit qu'on est sorti également en même temps à la hausse d'un triangle que je vous ai mis en gris de consolidation là, voilà. Donc ça, c'est deux éléments techniques qui sont assez importants et qui engendrent notamment normalement un potentiel de hausse qui pourrait théoriquement, je dis bien théoriquement, le calcul de l'objectif de la sortie du triangle amènerait l'indice Nikkei sur les 30 000 points, c'est-à-dire 10 000 points au-dessus de ce qu'il est là. Alors ça peut paraître beaucoup, voire exagéré, mais lorsqu'on était à 10 000 et qu'on est sorti de ce flag en bleu ciel, on n'aurait pas donné grand-chose en se disant qu'on allait être quelques mois après à 20 000. Ça fait un potentiel d'appréciation d'une cinquantaine de pourcents sur le Nikkei. C'est vrai que c'est un indice qui a très bien performé ces dernières années. Depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 10% de progression. Cet objectif de 30 000, vous l'avez à quel horizon de temps? Je dirais c'est un objectif qui peut être atteint sur les 6 mois, 1 an, je pense. Ah d'accord. Oui, je pense. Okay. Sachant que oui, le Japon est toujours dans un quantitative easing. Oui, on a toujours une politique monétaire accommodante au Japon. Oui, ce sont les premiers acheteurs sur le marché en général, en plus. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de... Bah, alors maintenant, il faut juste faire attention à une chose qui est de toute façon valable. Quand on est sur les marchés, de temps en temps, et notamment quand on regarde les indices, il y a des périodes qu'on appelle de crise où d'un seul coup tout se retourne en même temps. On n'en est pas là aujourd'hui pour l'instant. On voit bien en plus, on a toujours cette décorrélation Europe-États-Unis qui est assez intéressante, puisque l'Europe continue surperformer les États-Unis de façon assez surprenante. Ça me rappelle un petit peu, hélas, mais cette période de 2007 où on a eu la crise du subprime, où en fait, ce qui se passait, c'est que les gouvernements se transmettaient ce qu'on appelle la patate chaude, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, à tour de rôle, refusait de voir la vérité en face, en se disant, bah, je veux pas que ça soit moi qui dise qu'on est dans une période difficile, qu'il y a des emprunts aux États-Unis qui sont excessifs, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans cette phase-là où on se dit, bah, on va continuer à chaque fois de nier l'évidence, parce que beaucoup de gens s'attendent à cette évidence, c'est-à-dire un retournement baissier. En attendant, moi je continue de penser qu'il vaut mieux rester dans la tendance. Et effectivement, le Nikkei est un indice qui présente un potentiel intéressant. Le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, c'est vrai qu'on était, on l'a dit souvent, on était totalement en dehors de l'effet saisonnier qu'on a d'habitude. Oui. Et il évoluait de façon totalement différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on en est où? Alors, le gaz naturel, c'est un graphique qui, techniquement, présente aussi un potentiel de baisse intéressant. Et c'est voilà, on le voit là, comme nous le montre Antoine. On voit que c'est un graphique qui est inscrit dans une tendance baissière, j'allais dire pratiquement sans appel. On a inscrit ici un décompte ignotiste de vagues depuis les plus hauts. Si on resserre un petit peu le graphe, on va le voir. Voilà. Donc là, on voit que depuis décembre 2005, on peut faire un décompte en 5 temps assez baissier, où les phases de consolidation, c'est-à-dire de rebond technique, prennent place ce qu'on appelle en ABC, c'est-à-dire de façon très classique. On le voit sur la vague 2 là-bas, on le voit sur la vague 4 qui est aujourd'hui terminée. Donc on attend cette vague 5 qui devrait mener les cours du gaz naturel autour des 2 $, effectivement. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter le marché là, même si on est sur une zone de support à 2,6 qui joue son rôle pour le moment, mais comme vous le dites, pas d'effet saisonnier d'hiver, etc. Un sous-jacent, une matière première qui est quand même pas mal corrélée à ce qui peut se passer en Russie et qui est un gros producteur de gaz. Et on sait très bien qu'avec la conjoncture, ce qui se passe en Ukraine, etc., tout ça fait que ça reste un sous-jacent sur lequel je pense qu'on peut jouer la baisse pour encore quelques mois. Quel est votre objectif sur le gaz naturel? Je pense qu'on va atteindre les deux facilement et je ne suis même pas sûr qu'on n'aille pas plus bas. Et si on enfonce les deux, mon objectif principal se trouve à 1,60. 1,60, oui, donc il y a encore un petit potentiel de baisse donc, sur le gaz naturel. Voilà, donc Antoine, une petite je crois que c'est terminé, non me semble-t-il. Non, mais pour revenir sur le gaz naturel, c'est vrai qu'on est tout de même à 2,60. Hein, si vous avez un objectif à 1,60, ça fait une baisse de près plus de 60%. Donc c'est vrai que bon, ça va peut-être pas se faire
dans l'heure qui suit, mais effectivement, on a des cours du gaz naturel qui suivent les cours du pétrole et qui sont mal orientés depuis maintenant plusieurs mois. Oui. Voilà. Merci Marc. Merci à vous. Donc on a su bien donc, la baisse de Morel et Prom, la hausse sur Pernod Ricard et également donc, le CAC avec cette tendance toujours haussière que vous suivez. Et donc surtout le Nikkei à 30 000. Vous faites fort. On verra, on reviendra ensemble. Vous aimez bien les effets d'annonce. Ouais, j'aime bien me mouiller. Merci beaucoup Marc Daguerre de Daguerre Trading. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.